Le test avait terriblement mal tourné. Il était censé s'agir d'un test rapide et simple. Activer le moteur Philadelphia, dématérialiser le vaisseau et nous-mêmes de notre univers, nous matérialiser dans l'univers cible, récolter quelques données, puis revenir dans le nôtre. La NASA nous avait assuré que l'opération ne prendrait pas plus de 10 minutes, du début à la fin. Comme il s'agissait du tout premier test, ils ne voulaient pas que nous restions dans un autre univers plus longtemps que nécessaire. L'objectif de cette mission était donc de collecter un maximum de données dans l'univers cible et de revenir immédiatement, ouvrant ainsi la voie aux missions futures. Je dois avouer que j'étais extrêmement enthousiaste au départ. J'étais déjà heureux d'avoir été accepté dans le programme, mais faire partie de la première mission à franchir les frontières d'un autre univers me rendait euphorique. L'idée d'être l'un des premiers humains à traverser les dimensions me fascinait, et j'étais fier d'avoir été choisi. Des années à étudier le moteur Philadelphia et à m'entraîner pour les rigueurs du voyage interuniversel avaient abouti à ce moment précis, où mes coéquipiers et moi allions marquer l'histoire. Si tout se passait comme prévu, nous reviendrions en héros. Mais rien ne s'est passé comme prévu. Tout était normal au début. En fait, cela ressemblait exactement aux simulations et aux entraînements que nous avions répétés des centaines de fois. En tant que pilote du vaisseau, mon rôle était de m'assurer que l'engin et tous ses systèmes fonctionnaient parfaitement. Je suivais la checklist, je communiquais avec le centre de contrôle au sol, je vérifiais et revérifiais chaque système jusqu'à ce que les contrôleurs de vol et moi soyons satisfaits des données reçues. Je n'avais pas vraiment de rôle dans l'opération du moteur Philadelphia lui-même. Cela relevait du commandant de mission, de l'ingénieur en chef et de la chercheuse principale à bord. Cependant, tout l'équipage possédait les bases de son fonctionnement et de sa maintenance. Puisqu'on nous envoyait dans un autre univers, la NASA, fidèle à sa philosophie de prévoir des doublons pour les doublons des doublons, exigeait que chacun de nous sache opérer et réparer l'appareil en cas d'urgence. Une fois que toutes les vérifications système avaient été effectuées et validées par tous les postes, et alors que les dernières minutes avant l'activation s'égrenaient, le centre de contrôle fit une ultime vérification pour s'assurer que tout le monde était prêt. En écoutant le réseau de communication, je souris de satisfaction en entendant chaque contrôleur donner son feu vert avec assurance. FIDO, Go. guidance. Go. Capcom, Go. Surgeon, Go. Network, Go. Drive. Go. Les confirmations se succédaient poste après poste, jusqu'à ce que mon collègue astronaute et Capcom en fonction, Will Hardy, prononce les mots que nous attendions tous. Heart of Gold, ici, Houston. Vous êtes autorisé à activer le moteur Philadelphia. Bien reçu, Houston. Répondit le commandant Larry Johnson, en nous adressant un pouce levé, ganté. Je souris à mon tour. Regardais l'horloge de mission. Il ne restait qu'une minute avant l'activation. Je m'assurais que mes harnais étaient bien serrés. Puis, je vérifiais de nouveau les panneaux de contrôle du vaisseau. Je ne me souviens pas avoir ressenti de peur à ce moment-là. De l'excitation? Oui. Mais de la peur? Non. Peut-être parce que la NASA avait déjà envoyé un vaisseau sans équipage dans le même univers cible et qu'il était revenu indemne. Les données collectées indiquaient que le voyage était sans danger pour les humains, et cela suffisait à me rassurer. Du moins, à l'époque, je croyais que le retour du vaisseau et les relevés positifs prouvaient la sûreté du processus. Et puis, j'étais trop exalté pour avoir peur. Comme je l'ai dit, premiers humains à franchir les dimensions. L'univers cible, celui qu'avait visité le vaisseau sans pilote, était très similaire au nôtre. La Terre, la Lune, le reste du système solaire, tout y était identique. À une exception près, il n'y avait pas d'humains sur Terre, d'après la mission précédente. Les scans du vaisseau avaient révélé que, hormis de la flore et quelques animaux, la planète ne présentait aucune trace de vie intelligente. Cela en faisait le banc d'essai idéal pour les futures missions, puisque la NASA voulait éviter tout contact prématuré avec une humanité parallèle. Alors que les dernières secondes s'égrenaient et que le moteur Philadelphia commençait à se mettre en route en faisant vibrer la coque, je jetai un dernier regard à la Lune que nous orbitions. Bientôt, j'en verrais une autre,
d'un autre univers, Tout le monde, préparez-vous. lança le commandant Johnson. Activation dans... Des éclairs de lumière multicolores jaillirent à travers la baie vitrée du cockpit, et je sentis mon corps entier vibrer à cause des secousses du vaisseau. À une 50aine de mètres derrière moi, dans d'autres compartiments, le moteur Philadelphia faisait son travail, nous transportait hors de notre univers. Je ne ressentis aucune douleur, et les secousses étaient assez modérées. En fait, un décollage depuis la Terre m'avait toujours semblé plus brutal. Mais durant ce processus, quelque chose tourna mal. Une alarme stridente retentit, puis une autre, et encore une autre. L'ingénieur en chef Harold McKnight fut le premier à réagir. Commandant, l'un des systèmes de refroidissement du moteur est tombé en panne, dit-il, tandis que je consultais mes panneaux de contrôle, qui m'indiquaient que de la fumée avait été détectée dans le compartiment du moteur. En regardant l'écran de surveillance qui montrait une vidéo en direct, je vis que le moteur était bien la source du problème. Une partie semblait avoir littéralement explosé. Avant que je ne puisse en faire rapport, la chercheuse principale, Diane Lincoln, intervint. « Le moteur a surchauffé et une portion a explosé, commandant. » dit-elle d'un ton étonnamment calme. « Le système est en train de s'éteindre automatiquement. Je vous suggère de vous préparer, car nous allons nous rematérialiser. » Se matérialiser où? Demanda le commandant Johnson, tandis qu'il déclenchait les extincteurs après que je lui ai signalé la fumée. Avant que Diane ne puisse répondre, une violente secousse nous projeta vers l'avant, et les lumières multicolores du cockpit s'éteignirent brutalement. Heureusement, nos harnais nous maintinrent en place. Mais une douleur fulgurante me frappa aussitôt la tête, me faisant grogner sous l'effet du choc. La souffrance était telle que j'eus envie d'ôter mon casque et d'écraser ma paume sur mon front. Il me fallut toute ma volonté pour résister à cette impulsion, car je savais qu'il était dangereux d'ôter un casque sans s'assurer que la cabine était pressurisée. Rien ne garantissait que la structure du vaisseau avait tenu le choc. Mais la douleur était difficile à ignorer, me paralysant momentanément. En plus de ça, je me sentais nauséeux, pris de vertige, l'estomac retourné. C'était atroce. Je me demandais ce qui pouvait provoquer une telle sensation. En réussissant à tourner la tête vers le commandant Johnson, je vis à son expression qu'il souffrait lui aussi. En regardant derrière moi, je constatais que Harold et Diane étaient également en proie à une douleur similaire. C'était étrange, car nous n'étions pas censés ressentir ce genre de symptômes après un saut. Du moins, c'est ce que la NASA nous avait toujours dit. Soit c'était un effet secondaire encore inconnu, soit il se passait autre chose. La douleur finit par s'atténuer suffisamment pour que nous reprenions nos esprits. Une fois que nous nous fûmes assurés que tout le monde était conscient, le commandant Johnson interrogea Diane sur notre position. « Je ne sais pas, commandant. » répondit-elle enfin, à notre grande stupeur. J'espérais qu'elle dirait que nous étions revenus dans notre univers, ou au moins arrivés dans l'univers cible. Mais ne pas savoir où nous avions atterri me glaça le sang. Il semble que l'explosion ait perturbé le saut et déréglé la trajectoire du moteur, expliqua-t-elle en consultant son ordinateur. Nous sommes dans un univers inconnu qui ne figure pas dans les bases de données de la NASA. Mon Dieu, cet endroit est totalement dépourvu d'étoiles. Cela attira mon attention. Je regardais enfin à travers la baie vitrée du cockpit, pour la première fois depuis notre arrivée. Et ce que disait Diane était vrai. Cet univers était vraiment vide d'étoiles. Je contemplais, sidéré et pétrifié, une toile entièrement noire. C'était terrifiant de fixer cet endroit. L'espace était censé être rempli de la lueur vive des corps célestes. Il n'était jamais vide. Alors le voir ainsi, aussi sombre, aussi stérile, me faisait me sentir minuscule et isolé. Je n'aurais jamais cru qu'un simple vide puisse être aussi effrayant. Et pourtant, il l'était. Je poussai la tête contre la vitre, les yeux cherchant désespérément quelque chose dans l'obscurité. Mais il n'y avait rien. C'était vide. Il semblait que nous étions les seuls êtres présents dans cet univers. Finalement, je parvins à me détacher de cette vision hypnotique du vide, et je reportai mon attention sur mes coéquipiers. « Je n'aime pas cet endroit », déclara enfin le commandant Johnson, dans un ton mêlé de peur et de frustration. « Bon. Quel est l'état des dégâts sur le moteur ?»
Est-ce qu'on peut le réparer? Je dois aller l'examiner d'abord avant de pouvoir répondre. Commandant, dit Diane en détachant ses sangles, prête à aller inspecter le moteur. Elle faisait partie des scientifiques ayant contribué à la création du moteur lui-même. Personne ne le connaissait mieux qu'elle à bord. Très bien. Emmène Harold avec toi et fais-moi un rapport dès que possible. Bien reçu, commandant. Répondit Harold, en commençant lui aussi à se détacher. Mais Diane était déjà en train de flotter hors du cockpit, se dirigeant vers le compartiment du moteur. Je vais appeler le reste de l'équipage pour voir si quelqu'un a été blessé, dit Johnson alors qu'Harold quittait la pièce. Les membres situés sur le pont inférieur étaient silencieux depuis l'activation du moteur, et cela commençait à inquiéter le commandant. Va inspecter le vaisseau et vérifie si l'explosion a causé d'autres dommages. Je fis le tour de la cabine, soulagé de constater qu'aucun autre dégât visible n'avait été causé. En inspectant le compartiment du moteur, je rapportais qu'aucun dommage structurel ni aucune fuite n'était détecté, et que la fumée avait cessé. Cependant, le commandant semblait trop préoccupé pour vraiment écouter mon rapport. Je l'observais appeler le reste de l'équipage via le réseau de communication interne. Mais il n'y eut aucune réponse. Malgré ces appels répétés, les 4 membres du pont inférieur restaient silencieux. Trouvant cela étrange, mon premier réflexe fut de vérifier la caméra qui nous montrait leur compartiment. Mais au lieu de voir les 4 astronautes en combinaison assis à leur poste, je ne vis qu'une tache noire. On aurait dit que quelque chose avait été étalé sur la lentille, mais je n'arrivais pas à déterminer quoi exactement. De plus en plus inquiet pour la sécurité de ces hommes, le commandant Johnson décida finalement de descendre lui-même pour voir ce qu'il se passait. Il me donna l'ordre de rester au cockpit pour surveiller les systèmes, se détacha et quitta la pièce en flottant. Je me retrouvais seul, avec mon mal de tête qui revenait peu à peu. Sachant désormais que la cabine était pressurisée et sûre, je relevais momentanément ma visière pour frotter la zone douloureuse sur mon front. Mais cela ne servit à rien. La douleur persistait et semblait empirer à chaque seconde. Cherchant à me distraire, j'essayais de regarder à travers la vitre du cockpit, espérant que cela m'aiderait à penser à autre chose. Mais je ne tardais pas à regretter cette décision. Je m'attendais à revoir le vide noir. Mais cette fois, il y avait quelque chose. Quelque chose flottait dans l'espace. Une tête. Mais pas n'importe quelle tête. C'était la mienne. Je me reculai brusquement sur mon siège en voyant cela, la peur montant en moi d'un coup. Je fixais cette chose avec des yeux écarquillés, et je vis. Mes propres yeux me fixaient en retour, d'un regard vide, glacial, sans âme. Je n'y croyais pas. Je dus cligner plusieurs fois des paupières pour être certain que ce que je voyais était réel. Juste là, devant moi, dérivant dans le vide glacial, se trouvait ma tête. Elle me ressemblait parfaitement. Et pourtant, je savais qu'elle était morte. Il n'y avait rien de vivant là-dedans. C'était terrifiant. Mais je ne pouvais pas détourner le regard. La curiosité et la peur se mêlaient, bouillonnaient en moi. Comment une copie parfaite de ma tête avait-elle fini là? Qu'est-ce qui l'avait créée? Comment avait-elle été fabriquée aussi vite, alors que nous étions ici depuis à peine quelques instants? De quoi était-elle faite? Des dizaines de questions tournaient dans mon esprit, lorsque la douleur dans ma tête frappa de nouveau. Saisi par cette onde brutale, je portai la main à mon front par réflexe. Mais au lieu de toucher mon front, je ne sentis que du vide. Ma main glissa vers l'arrière et toucha l'intérieur de mon casque. Je retirai immédiatement la main, pris de panique. Je restai figé un instant. Puis, lentement, je remis la main dans mon casque et ne sentis toujours rien. Je la retirai, puis la remis. Encore, et encore, et encore. Mon estomac se noua d'horreur. Quand je cessai ce geste, je tournai lentement la tête vers la vitre. La tête était toujours là, flottant librement, et son regard vide toujours braqué sur moi. Et alors, une terreur insidieuse m'envahit. Cette tête n'était peut-être pas une copie. C'était peut-être réellement ma tête. Ce n'était pas possible. Ça ne faisait aucun sens. Et pourtant, je ne pouvais expliquer ce qui venait de se passer. Cet univers avait fait quelque chose d'impossible dans le nôtre. Mon esprit était embrouillé,
saturé de confusion et de peur, alors que je restais là à fixer moi-même. Je ne sais plus combien de temps j'ai contemplé ma propre tête dérivée. Mais je sortis finalement de ma transe en entendant la voix de Diane dans les communications internes. « Commandant, ici, Diane ?» dit-elle. « Les dégâts sur le moteur n'ont pas l'air trop graves. Il suffit de remplacer quelques pièces. J'ai déjà envoyé Harold chercher les pièces de rechange. » Elle attendit une réponse. Mais le silence persista. « Commandant ?» appela-t-elle de nouveau. Mais encore une fois, aucune réponse. Je commençais sérieusement à m'inquiéter. Je n'avais plus de nouvelles du commandant depuis qu'il était descendu, et je ne pouvais pas le voir depuis le cockpit. Inquiet pour sa sécurité et pour celle de l'équipage du pont inférieur, je décidai d'aller voir ce qu'il se passait. Je signalai à Diane que le commandant était descendu vérifier les membres de l'équipage et que je n'avais plus eu de communication avec lui depuis. Je lui dis aussi que j'allais descendre à mon tour pour évaluer la situation. Je ne lui parlais délibérément pas de ce que j'avais vu dehors, ni de ce qui m'était arrivé. Je ne voulais pas la distraire de sa tâche, essentielle à notre retour. Je voulais qu'elle reste concentrée pour qu'on puisse sortir de cet enfer au plus vite. Après tout, j'allais probablement retrouver le commandant et le médecin en chef là-bas, et ils sauraient-ils mieux que moi comment gérer ça. Sur cette pensée, je baissai ma visière, me détachai de mon siège et quittai le cockpit sans oser jeter un dernier regard à la tête que je savais toujours en train de me fixer. Progressant à travers le vaisseau, je traversai le couloir et me propulsai dans le tube menant au pont inférieur. Mais en atteignant le couloir qui menait au compartiment de l'équipage, je compris immédiatement qu'il s'était passé quelque chose de grave. Le couloir était sombre, bien plus sombre qu'il ne l'aurait dû, même si les lumières étaient éteintes. En observant les parois, je remarquai qu'elles étaient recouvertes de quelque chose. M'approchant, je constatai qu'il s'agissait d'une sorte de peau. Écœuré, je reculai brusquement, trop brusquement, et me cognai contre le mur derrière moi. Une substance collante se fixa à l'arrière de ma combinaison. Je me retournai et vis que le panneau était recouvert de cette même matière organique et qu'elle suintait un liquide épais à travers de petits pores. Essayant d'ignorer la nature répugnante de ce que je voyais, je décidai de garder mon sang-froid et de continuer vers le compartiment. Mais alors que j'approchais de la trappe, je vis que toutes les parois étaient désormais couvertes de cette chose semblable à de la peau. Heureusement, la trappe elle-même était intacte. Je pus donc l'ouvrir et jeter un œil à l'intérieur. Ce que je vis n'était pas ce à quoi je m'attendais. Comme dans le couloir, les panneaux muraux du compartiment étaient recouverts de cette chair organique. Mais ici, c'était encore plus répugnant. La chair n'était pas entièrement recouverte de peau. Certaines zones laissaient apparaître des muscles à vif. En fait, la peau semblait parfois flotter à côté, comme arrachée, encore attachée à la chair par quelques filaments seulement. C'était une vision d'horreur, mais ce n'était pas ce qui attira le plus mon attention. Plaqués contre les panneaux, il y avait 4 visages. Leurs yeux me fixaient. L'un d'eux, les yeux embués de larmes, tenta de bouger la bouche, comme pour parler. Mais aucun son n'en sortit. Il continuait seulement à ouvrir et fermer les lèvres, avec une expression de souffrance gravée sur son visage aplati. Bientôt, les 3 autres visages firent de même, tous me regardant avec une détresse insupportable. C'est alors que je compris qui ils étaient, et je ne pouvais pas imaginer ce qui leur était arrivé. Ce qui se passait ici dépassait l'entendement. Ce n'était pas simplement un autre univers, c'était quelque chose de bien plus terrible. C'était l'enfer lui-même. Submergé par cette scène atroce, l'estomac noué, je m'éloignai aussitôt du compartiment au visage et du couloir organique. Je remontai en toute hâte vers le cockpit, où je découvris avec effroi un squelette humain assis à la place du commandant, en train de manipuler les commandes du vaisseau. Comme tout ce qui s'était produit jusqu'ici, c'était contre nature, et en totale contradiction avec la logique. Je l'observai encore quelques secondes, et remarquai que sa mâchoire bougeait, comme s'il murmurait quelque chose. En me concentrant, je distinguai une phrase qu'il répétait encore et encore. « Il faut sortir, il faut sortir, il faut sortir. » Cette voix me sembla familière, et mes yeux s'agrandirent lorsque je reconnus à qui elle appartenait. C'était celle du commandant Johnson. J'étais choqué par ce qu'il était devenu,
Mais je ne me posais plus la question de savoir comment il s'était transformé en squelette. Cet endroit, cet univers, faisait des choses aux gens. Il semblait ne pas accepter notre présence ici. Contre toute logique, je décidai de m'approcher lentement par derrière. Alors que je dérivais vers lui, j'essayais de l'interpeller, mais il ne répondit pas. Il répétait simplement sa phrase. « Il faut sortir, il faut sortir. » Arrivé juste derrière son siège, je posai doucement ma main sur son épaule pour attirer son attention. Je vis alors son crâne pivoter et pensai qu'il m'avait enfin remarqué. Mais au lieu de me regarder, ses orbites vides se tournèrent vers l'un des écrans du tableau de bord. C'était l'écran relié à l'une des caméras arrière. Je suivis son regard, mais je ne vis rien, seulement le vide de l'espace. Je reportai mon attention sur le commandant squelettique, qui continuait de fixer l'écran. Mais cette fois, il était silencieux. Je ne savais pas quoi faire, ni quoi dire. Tout ce qui s'était passé jusque-là était terrifiant et épuisant. Quand le commandant parla à nouveau, ce fut une autre phrase. « Il vient pour nous. Il vient pour nous. Il vient pour nous. » Un frisson me parcourut l'échine et mon cœur s'emballa. Je regardai l'écran une nouvelle fois, mais il n'y avait toujours que l'obscurité. Cela me glaça encore plus. La peur de l'inconnu rendait la situation bien pire. Je me demandais un instant ce que le commandant voyait exactement. Cet univers semblait capable de produire des choses au-delà de toute compréhension. Impossible de deviner ce qui pouvait surgir. Je songeais à des entités gigantesques, grandes comme des planètes, ou à des trous noirs englobants. Mais je savais que cet endroit pouvait créer bien pire. Un appel radio me tira de mes pensées. C'était Harold. Sa voix inquiète résonna dans mon casque. « Commandant, ici Harold, vous me recevez ?» « Le commandant est occupé pour l'instant, » répondis-je à sa place, pensant qu'il valait mieux qu'il ne soit pas distrait de la réparation du moteur. C'était une décision stupide et égoïste, je le sais, mais j'étais incapable d'expliquer par radio les horreurs que j'avais vues. Il serait plus simple de leur expliquer tout ça en face, une fois qu'ils auraient fini. « Oh, d'accord. Est-ce que Dian est avec vous deux ?» Cette phrase m'inquiéta. « Non, » répondis-je. « Elle n'est pas toujours dans le compartiment du moteur ?» Elle est censée y être. Mais quand je suis revenu avec les pièces de rechange, elle avait disparu. J'ai supposé qu'elle était retournée vérifier quelque chose et... Attends une seconde. Mon inquiétude grimpa d'un cran. Je retournai m'asseoir au poste de pilotage et activai l'écran qui affichait la caméra du compartiment moteur. Je vis Harold flotter d'un côté à l'autre de la pièce, inspectant une partie de l'appareil. En cherchant à comprendre ce qu'il regardait, je remarquai que la zone précédemment endommagée était désormais recouverte d'une substance organique. Avec l'angle de la caméra, je ne pouvais pas voir clairement ce qui était collé dessus, mais la réaction de Harold en disait long. Il recula d'un coup, paniqué. « Il y a un visage sur le moteur !» cria-t-il dans le micro. « Un quoi ?» dis-je, même si je me doutais déjà de ce qu'il voyait. J'avais une idée bien précise du visage qu'il avait dû voir, et ce n'était probablement pas très différent de ce que j'avais vu plus tôt, sur les panneaux du pont inférieur. Avant qu'il puisse répondre, je fus soudainement plaqué en douceur contre mon siège. Je vis alors Harold dériver vers l'un des murs du compartiment. Surpris, je vérifiai les panneaux de commande et constatai que les 4 moteurs arrière venaient d'être allumés, à pleine puissance. Déconcerté, je regardai autour de moi, puis compris que c'était le commandant, ou plutôt ce qu'il était devenu, qui avait enclenché la propulsion. Je levai les yeux pour voir où il nous dirigeait, et vis que ma tête flottante, toujours là, était désormais plaquée contre la vitre du cockpit. Je ne sais pas comment elle parvenait à rester là, exactement à cette position, mais elle y était, et son regard vide me fixait encore. Je fis de mon mieux pour ne pas rester piégé dans ce duel de regards. J'essayais de détourner les yeux, de voir au-delà de cette tête. Mais il n'y avait rien, seulement le vide. Le même vide qui nous entourait depuis le début. Pourtant, le commandant semblait voir quelque chose. « Il faut sortir. Il faut sortir. » murmurait-il encore, tandis que ses bras osseux se déplaçaient sur le tableau de bord, ses doigts squelettiques activant des interrupteurs.
Je le regardais faire, trop confus et terrorisé pour agir. Puis je compris. Il activait le moteur. Pendant un instant, je me demandais si celui-ci fonctionnait vraiment. Diane et Harold n'avaient pas eu le temps de remplacer la pièce endommagée, et je doutais que cette transformation organique puisse être considérée comme une réparation. Mais le commandant n'en avait que faire. Il continuait à murmurer, répétant la même phrase encore et encore, enclenchant une à une les étapes du processus. Je restais à ses côtés, sans intervenir. Nous n'avions plus vraiment le choix. Il valait mieux tenter d'activer le moteur et mourir en essayant de fuir que de rester coincé à jamais dans cet univers d'horreur. Finalement, le moteur se mit en marche, et aussitôt un hurlement atroce envahit tout le vaisseau. Je ne savais pas d'où il venait. Ce cri de douleur semblait surgir de partout à la fois. Il contenait de la terreur, une agonie profonde, et gagnait en intensité, alors que le son montait encore. À mesure que le moteur prenait de la puissance, une horrible vérité me traversa l'esprit. En jetant un œil au moniteur du compartiment moteur, j'aperçus que la matière organique sur l'appareil commençait à fumer. On aurait dit de la viande posée sur une poêle brûlante. À ce moment-là, je ressentis de la peine pour Diane. La douleur qu'elle devait endurer devait être insoutenable. Être brûlée vive de cette façon, c'est quelque chose que je ne souhaiterais à personne. Jamais. Ces hurlements atteignirent leur paroxysme, une fois le moteur à pleine puissance. Je voulais que ces cris de douleur insupportables cessent, mais il n'y avait aucun moyen de les faire taire. Alors, pour m'en détourner, j'essayais de fixer l'avant du vaisseau, et vis que ma tête était toujours pressée contre la vitre du cockpit. Cependant, au lieu du noir absolu du vide qui nous entourait, une lueur familière, brillante et colorée, était maintenant apparue. Je ressentis une vague d'euphorie et d'espoir. Ça fonctionnait. Le moteur fonctionnait. L'espace d'un instant, les hurlements de Diane s'effacèrent dans mon esprit, remplacés par une joie intense. Nous étions enfin en train de quitter cet univers. Les horreurs qu'il renfermait allaient enfin nous laisser en paix. Tandis que le vaisseau tremblait sous l'effet du moteur, je laissais mon esprit se perdre dans la joie et dans l'idée du retour à la maison. Avec soulagement, je vis la tête collée à la vitre disparaître, engloutie dans un éclair éblouissant de couleurs. Je me sentis soudain projeté violemment en avant. N'ayant pas eu le temps de me rattacher avant l'activation du moteur, mon corps fut catapulté et mon casque percuta de plein fouet le tableau de bord. Le choc brisa ma visière, projetant des éclats tranchants sur mon visage. La douleur des coupures me fit grimacer, et je portai instinctivement la main à mon visage pour vérifier mes blessures. C'est alors qu'une chose me frappa. Ma main touchait mon visage. Immédiatement, je me mis à tapoter chaque recoin de mon crâne. J'avais bel et bien récupéré ma tête. Et le soulagement fut encore plus grand lorsque j'aperçus, juste derrière la vitre, une lune blanche familière. Souriant, je me tournai vers le commandant. Mais ce que je vis me fit froncer les sourcils. Il n'avait plus sa combinaison. Il était complètement nu. Ce n'était pas cela le plus inquiétant. Il n'était plus un squelette, mais son corps était anormalement maigre, squelettique, affamé, comme s'il n'avait plus ni graisse ni muscle entre la peau et les os. Il croisa mon regard quelques secondes, puis tourna lentement la tête vers l'un des moniteurs qui donnait vue sur l'arrière du vaisseau. Ses yeux glissèrent ensuite vers celui du compartiment du moteur. Puis il s'enfonça brutalement dans son siège. « Il vient pour nous », murmura-t-il dans un dernier souffle, alors que les alarmes se mirent à retentir dans tout le cockpit. Ainsi mourut le commandant Johnson. Il nous avait ramenés chez nous, mais tout le monde n'avait pas survécu. Comme lui, les 4 membres du pont inférieur et Diane étaient morts. Tous avaient retrouvé une forme corporelle normale, mais une rapide autopsie révéla que l'intérieur de leur corps n'était plus à sa place. Des os saillaient là où ils ne devraient pas, et les radiographies montrèrent que leurs organes étaient déplacés, désorganisés. Diane, elle aussi, avait ses entrailles dans le désordre, mais il était plus difficile de l'identifier à cause de l'état de son corps carbonisé. J'ai eu de la chance. Aucune séquelle permanente. Harold a eu encore plus de chance. Il n'a pas été affecté par cet univers. Je pense que nous sommes sortis juste à temps, avant que quelque chose ne le prenne pour cible, lui aussi.
Malheureusement, je ne pense pas que nos épreuves soient terminées. Lorsque nous nous sommes matérialisés dans notre univers, les moteurs de propulsion, toujours réglés à 100%, étaient encore actifs. Le temps que je les coupe, la poussée nous avait déjà projetés hors de l'orbite lunaire. Les calculs de l'ordinateur de navigation indiquaient une trajectoire directe vers l'atmosphère terrestre. Or, ce vaisseau n'a jamais été conçu pour une rentrée atmosphérique. C'est un appareil dédié à l'exploration interuniverselle, pas un engin de retour sur Terre. Harold et moi savons que, si nous ne faisons rien, nous allons brûler à la rentrée. Mais une simple correction de trajectoire n'est pas possible. Le vaisseau a subi des dommages lors du dernier saut. 5 compartiments sont touchés. Le système de contrôle de réaction est hors service. Et nous avons perdu les communications. Harold tente de réparer les systèmes de contrôle, pendant que j'essaie de rétablir la communication. Si j'y parviens, peut-être pourrons-nous contacter la NASA, qui pourrait nous aider à ajuster la trajectoire. Mais cela fait 2 jours que nous travaillons, et nous ne sommes toujours pas prêts de réactiver le moindre système. Il nous reste moins de 24 heures avant d'entrer dans l'atmosphère. Face à la forte probabilité d'un échec, j'ai décidé de rédiger ce message. Je vais le sauvegarder dans la mémoire principale du vaisseau. Si nous échouons à nous sauver, j'espère que ce message survivra. Je veux que tout le monde sur Terre sache ce que nous avons enduré. Les forces spatiales américaines furent les premières à détecter le vaisseau. Pendant 3 jours, elles tentèrent de le contacter, sans succès. Elles ne purent que l'observer, entrant dans l'atmosphère comme un météore. Peu de gens virent l'objet brûler au-dessus de l'océan Pacifique. Mais, pour éviter toute inquiétude, les forces spatiales annoncèrent officiellement qu'il s'agissait d'un vieux satellite de communication, volontairement désorbité pour s'écraser dans l'océan. Dès que le site du crash fut localisé, le gouvernement américain dépêcha des équipes pour récupérer les débris et répondre à l'avalanche de questions que se posaient les officiels. Mais la récupération des fragments n'apporta que plus de mystère. Car vous voyez, la NASA n'a pas de programme sur le voyage interuniversel. Elle n'en a jamais eu, et elle n'en prévoit aucun. Une inspection complète des projets de la NASA ne révèle aucune mention d'un moteur Philadelphia, ni d'un vaisseau appelé Heart of Gold. En tant que membre de l'équipe chargée d'enquêter sur les débris, je fis partie d'un petit cercle de personnes autorisées à lire le message terrifiant contenu dans une carte mémoire, retrouvée dans une capsule thermorésistante. Cette capsule, avec d'autres fragments, fut repêchée au fond de l'océan, près du point Nemo. Pendant 6 mois, une opération conjointe entre la NASA et les forces spatiales étudia secrètement les débris. Le public ne devait pas apprendre qu'un vaisseau spatial s'était matérialisé de nulle part. Mais je vais briser ce secret, car le monde a besoin de savoir. Les 8 corps de l'équipage furent tous récupérés. Tous étaient morts, carbonisés par la rentrée. Mais, il y a quelques jours, l'un des corps disparut de la chambre froide où il était conservé. Les caméras de surveillance le montrent se relever, contourner la sécurité, puis quitter l'installation des forces spatiales avant de disparaître dans la campagne. Je poste ce message pour avertir tout le monde. Quelque chose venu d'ailleurs erre maintenant sur notre planète. Et personne ne sait ce qu'il compte faire.